Bonjour, bienvenue à ce webinaire organisé par l'Association québécoise de prévention du suicide en collaboration avec le CRISE. Merci au CRISE de faciliter et de vous lancer l'invitation. Je suis Kim Basque, coordonnatrice de la formation à l'Association québécoise de prévention du suicide et j'ai le plaisir de vous présenter notre conférencière Marie-Claude Roberge de l'Institut national de santé publique du Québec. Marie-Claude est sociologue de la santé et cumule plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la promotion de la santé. Elle est conseillère scientifique à l'Institut national de santé publique du Québec, d'abord impliquée dans la conception et le déploiement de l'approche globale de la santé en contexte scolaire au Québec et depuis 2012 responsable des dossiers de promotion de la santé mentale et de prévention des troubles mentaux et du suicide. Bonjour Marie-Claude, merci beaucoup d'être avec nous. Je te cède la parole. Merci. Je vais me parler un petit peu. Alors, cette présentation porte sur les résultats d'une étude qui cherchait à comprendre la perception des sentinelles en prévention du suicide au Québec, de leur capacité d'agir suite à la formation. Alors, cette étude a été rendue possible d'abord par un mandat qui nous a été octroyé à l'Institut de la Direction générale de la santé publique du MES, aussi possible grâce à l'Association québécoise de prévention du suicide pour son soutien logistique, le suivi tout au cours de leur appui tout au cours de cette étude-là. Le Centre intégré de santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches, tant au niveau régional, la Direction régionale de santé publique, qu'au niveau local, pour leur contribution à la création du sondage, notamment, et à l'Agence de santé publique du Canada qui a co-supervisé une stagiaire qui a rendu aussi possible certaines sections, notamment les entrevues, et le cadre de référence, le cadre d'analyse, et tous les organismes mandataires et formateurs qui ont contribué en envoyant le sondage, évidemment tous les relecteurs qui nous ont donné des commentaires tout au long et les participants à l'étude, les sentinelles, qui ont accepté de répondre par voie de sondage ou par entrevue. Alors, la présentation va suivre le rapport qui a été déposé, le contexte, un peu de métaux, c'est quoi le profil des sentinelles à l'étude, quels résultats on a obtenus et quelques constats et pistes d'action. Les réseaux de sentinelles en prévention du suicide font partie intégrante d'une stratégie globale de prévention du suicide reconnue par l'OMS. C'est aussi inscrit dans notre stratégie de prévention du suicide au Québec, ainsi que dans le Programme national de santé publique. Le ministère de la Santé a procédé à une évaluation provinciale de l'implantation il y a quelques années, où on s'est surtout attardé sur le point de vue des responsables des réseaux de sentinelles. Et considérant la nature de cette évaluation-là, aucune information n'avait été recueillie auprès des sentinelles elles-mêmes. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a eu le mandat de mieux comprendre la perception des sentinelles sur leurs besoins de formation notamment et les besoins de soutien pour pouvoir agir. Donc, l'étude se donnait 3 objectifs: connaître la perception des sentinelles de l'adéquation ou la pertinence de la formation reçue, de leur capacité d'agir suite à cette formation-là dans leur milieu et la nature de leurs besoins pour renforcer la capacité d'agir, dans le but finalement d'optimiser leur capacité d'agir. C'est une étude descriptive et considérant la méthodologie utilisée, il faut préciser qu'il est impossible de déterminer avec assurance que les sentinelles qui participaient à l'étude sont représentatives de l'ensemble des sentinelles du Québec. Ce qui rend impossible, en tout cas très difficile, la généralisation des résultats. Par ailleurs, ces résultats-là constituent
des pistes de réflexion, puis c'était notre visée, sur les facteurs qui influencent la capacité d'agir des sentinelles. On a d'abord procédé à une recension des écrits qui nous a permis de dégager un cadre d'analyse. Je devrais dire le deuxième point en premier, qui nous a permis de soutenir l'élaboration des outils de collecte de données, puis ensuite dégager un cadre d'analyse. On a fait un sondage, utilisé une méthode mixte, un sondage en ligne pour connaître le point de vue des sentinelles du Québec. Le sondage en ligne a été envoyé, était destiné à l'ensemble des sentinelles du Québec. Il a été envoyé par le biais des organismes mandataires qui, s'ils le voulaient, et personne n'a refusé, s'ils le voulaient, envoyer le sentinelle aux personnes qui ont déjà été formées. Et pour s'assurer de savoir, pour être capable d'établir un niveau de représentativité, on demandait à ceux qui envoyaient le sondage de nous dire combien de sentinelles avaient été formées chez eux, à combien de sentinelles ils avaient envoyé le sondage. Malheureusement, on n'a pas eu les réponses de tout le monde, donc c'est très difficile d'établir le niveau de participation. Ensuite, les personnes qui ont répondu au sondage pouvaient, si elles le voulaient, nous laisser leurs coordonnées pour qu'on puisse faire des entrevues auprès d'elles, pour approfondir les données de sondage. Donc, sur le plan éthique, nous, on n'a jamais eu les coordonnées de données, on n'a jamais eu de données nominatives des sentinelles, à moins que celles-ci nous les aient. Donc, la revue littérature. Qu'est-ce que la recension des écrits nous dit? On s'est attardé principalement aux revues systématiques, considérant le temps qu'on avait, les revues systématiques qui traitaient d'évaluation des programmes de formation de type sentinelle. On a ajouté à ça quelques études originales tirées des listes de référence parce qu'elles apportaient des informations supplémentaires. Donc, on s'est attardé aux effets des programmes de formation de type sentinelle sur les personnes formées, aux conditions de succès de ces programmes-là, les programmes de type sentinelle. Puis, est-ce qu'on pouvait avoir des informations sur les modalités de soutien pour faciliter la capacité d'agir, puis la rétention des informations suite à la formation. En tout, les 6 revues systématiques regroupaient à peu près 85 études, certaines reprises dans plusieurs revues, et en tout et pour tout, elles évaluaient une dizaine de programmes différents. Et là, je dis vraiment différents, des programmes de sensibilisation à des programmes de formation très spécifiques. Ce qui rend aussi difficile de pouvoir statuer sur l'efficacité parce qu'il y a une grande variabilité. Mais de façon générale, il y avait assez un consensus sur les effets de la formation que les formations augmentaient significativement les connaissances des personnes formées sur le suicide puis sur les ressources disponibles. Ça avait aussi un effet sur l'attitude des personnes formées face à la prévention du suicide, c'est-à-dire qu'elles sentaient que c'était possible d'agir, elles étaient plus convaincues que c'était possible d'agir, elles disaient qu'elles avaient l'intention d'agir auprès des personnes suicidaires, puis elles se sentaient plus, ou en tout cas plus capables d'agir. Elles disaient qu'elles étaient plus capables d'agir. Par contre, ces études-là, très peu d'entre elles ont porté sur la mise en pratique des habiletés. Donc, est-ce que, suite à la formation, malgré les connaissances acquises, est-ce que les sentinelles étaient capables de référer, questionner l'état suicidaire, identifier les ressources, diriger vers les ressources. Et évidemment, il n'y a aucun lien de causalité qui peut être tiré du lien entre les connaissances acquises et l'action posée.
peu d'études se sont attardées aux effets de ces programmes-là sur les taux de suicide ou encore la demande d'aide. Lorsque c'est le cas, on rapporte une perception plus favorable à la demande d'aide, c'est-à-dire une perception plus favorable des personnes aidées à la demande d'aide. Il y a une revue qui a recensé des études où la formation aurait eu des effets positifs, mais non significatifs, sur les taux de suicide. Une seule étude. Puis comme les programmes de type Sentinelle font habituellement partie d'une stratégie globale, ben, on peut difficilement leur attribuer toute diminution des taux de suicide lorsque c'est observé, de toute façon. Et les études montrent qu'il y a une perte des acquis si aucune occasion d'appliquer les apprentissages sont mis en place. Quant aux conditions de succès, toujours dans la revue de littérature, on nous dit qu'une formation doit avoir un minimum de 3 heures, doit mettre en place des méthodes d'apprentissage actifs et que le contenu doit être adapté aux spécificités des milieux dans lesquels les sentinelles vont devoir agir. On sait aussi, la revue de littérature nous montre que les caractéristiques des participants influencent les effets. Le genre, les femmes auraient plus de connaissances au départ, en acquéreraient moins, notamment, par exemple, qu'il faut porter une attention particulière aux jeunes de 18 ans et moins qui, dans certaines études, on aurait vu une augmentation des idées suicidaires ou une diminution de la demande d'aide chez les participants à la formation qui présentaient déjà un risque suicidaire élevé. Aussi, le niveau d'expérience, le fait de ne pas être des professionnels de la santé, on bénéficie plus de la formation puis aussi les personnes qui sont formées, qui côtoient déjà des groupes qui peuvent présenter un risque suicidaire, vont bénéficier plus de la formation. Ça, c'est la revue littéraire. La présence des modalités de soutien aussi, d'avoir un réseau de soutien, des conditions organisationnelles qui soutient la mise en place des sentinelles est facilitant. Ce qui nous a amené à avoir un petit cadre d'analyse comme suit, où on voit que les caractéristiques, la capacité d'agir, si on regarde au milieu, la capacité d'agir des participants est tributaire, je m'en vais à gauche, des connaissances qu'ils acquièrent par la formation, des attitudes, des habiletés, qui, elles, sont tributaires des caractéristiques des participants, des caractéristiques de la formation et du milieu. Mais cette capacité d'agir-là, elle est maintenue, elle est possible par des conditions de rétention, la présence de conditions de rétention, là je m'en vais à droite, renforcer des activités de renforcement du savoir-agir, donc avoir des occasions de pratiquer, d'avoir des occasions de mettre en place les savoirs, d'avoir des suivis post-formation, des outils aussi pour soutenir cette formation-là et des mécanismes pour valoriser le rôle des sentinelles. Tout ça va permettre de maintenir les actions posées auprès des personnes dans le temps. La capacité d'agir. Donc, l'étude comme telle, maintenant, le sondage, 1288 personnes ont répondu au sondage et vous avez ici la répartition selon les régions. Ces proportions-là ne reflètent pas nécessairement le nombre de personnes formées par région. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont jamais eu accès au sondage, soit parce que les organismes mandataires chargés de l'envoi n'avaient plus leurs coordonnées ou qui, au moment de l'envoi du sondage, avaient eux-mêmes des contraintes qui ont fait que le sondage n'a pas été envoyé ou a été partiellement envoyé. Mais comme je disais tantôt, il n'y a eu aucun refus formel, explicite des organismes à ne pas envoyer le sondage.
Maintenant, à quoi ressemblent ces répondants? 73% des répondants étaient des femmes. Et si on regarde le tableau, le graphique à gauche, on voit que ce sont des gens qui ont 35 ans et plus, majoritairement. Et la majorité a été formée il y a, je regarde l'autre graphique, depuis plus de 2 ans, bien que 25%, mais 23% sont nouvellement formés. 68,5% des répondants ont suivi la formation dans le cadre de leur travail. Les autres, vous n'avez pas les données ici, ont indiqué avoir été formés soit à titre de bénévole, 12%, à titre personnel, une dizaine de %, ou en tant qu'étudiant postsecondaire, à peu près 7-8%. Ceux qui ont été formés en milieu de travail ont été principalement formés en entreprise, en milieu scolaire ou travail en entreprise, travail en milieu scolaire, travail en milieu communautaire. C'est les trois principales. Seulement 30% des sentinelles sondées nous ont dit qu'ils étaient clairement identifiés dans leur milieu par une affichette, une liste de sentinelles affichée. Et 44,6% des sentinelles sondées ne jouent plus le rôle, nous ont dit ne plus jouer le rôle de sentinelle. Alors, ces sentinelles-là n'ont pas on les a envoyées aux dernières questions plus sociodémographiques qui n'ont pas complété. On a interrogé 15 sentinelles volontaires. Celles-ci étaient réparties dans 9 régions administratives du Québec. Comme pour le sondage, ce sont majoritairement des femmes. Elles ont aussi été majoritairement formées comme travailleurs, soit dans le communautaire, en milieu scolaire ou en entreprise. Elles ont toutes été formées depuis plus de 2 ans. Et au contraire des personnes sondées, elles sont majoritairement, les 2 tiers en fait, sont clairement identifiées dans leur milieu. Donc, les résultats, quelle est la perception des sentinelles sur l'adéquation de la formation reçue? J'imagine que, considérant l'auditoire, je n'ai pas besoin d'expliquer le rôle des sentinelles, mais j'ai mis ce schéma-là qui est tiré du cadre de référence pour montrer que notre sondage portait sur les questions relatives au rôle. Est-ce qu'elles sont capables de repérer? Est-ce qu'elles se sentent compétentes pour repérer? Est-ce qu'elles se sentent compétentes pour vérifier le besoin d'aide, pour poser la question, pour informer la personne des ressources, pour transférer les informations à l'intervenant désigné? Donc, 1172, vous voyez qu'on perd des sentinelles au fur et à mesure. Les sentinelles qui n'ont jamais et qui ne jouent plus leur rôle n'ont pas répondu à cette question-là, notamment. Donc, en gros, les répondants ont majoritairement répondu à être tout à fait d'accord ou plutôt d'accord que depuis la formation, ils se sentent plus compétents pour accomplir l'ensemble des gestes propres au rôle de sentinelle, soit repérer, entrer en contact, poser clairement la question, vérifier la présence des suicidaires, comme je disais, encourager la demande d'aide, recueillir les informations sur la planification du geste et transférer l'information et surtout respecter les limites de son rôle. Donc, la majorité des sentinelles aussi décrit une augmentation du sentiment de compétence suite à la formation. Elle rapporte que la formation leur a permis d'être... La majorité des sentinelles interrogées, excusez-moi, a aussi décrit une augmentation du sentiment de compétence.
Elles ont rapporté que la formation leur a permis d'être plus sensibilisées, d'avoir de meilleures connaissances, de se sentir plus outillées pour identifier et repérer une personne en détresse et diriger cette personne-là vers une ressource d'aide. On n'a pas noté de différence entre les hommes et les femmes, comme la revue de littérature le disait. Il n'y a pas non plus de différence selon les milieux d'action. Mais comme au Québec, la formation s'appuie sur des critères très précis, notamment pas les jeunes en bas de 18 ans, pas des professionnels de la santé ou qui ont accès à d'autres types de formations, ben ça explique probablement cette qu'on n'ait pas vu de distinction. Les sentinelles interviewées avaient un langage qui utilisait spontanément les concepts de la formation. Elles indiquaient, par exemple, ça nous indiquait qu'elles avaient bien intégré les messages véhiculés. Elles disaient que leur rôle se comparait à celui de donner les premiers soins, ou qu'une sentinelle est là pour assurer le lien entre les personnes suicidaires et les ressources. Donc, ça nous montrait qu'il y avait une acquisition là, des connaissances. 2/3 des répondants disent avoir déjà repéré. Là, la capacité à je passe à la capacité à respecter les limites de son rôle. 2/3 des répondants ont déjà disent avoir déjà repéré une personne. Je vais revenir là-dessus, mais c'est juste pour vous dire que parmi celles-là, parce que les autres, on ne leur a pas demandé si elles respectaient les limites de son rôle, puisqu'elles n'avaient jamais repéré une personne. Mais pour celles qui avaient déjà repéré une personne, la plupart nous disent qu'elles entreprennent, en fait, la majorité nous disent qu'elles entreprennent toujours ou parfois des démarches autres que celles de contacter, vérifier les pensées suicidaires, informer des ressources. Donc, ce qui nous questionnait un petit peu. Elles nous ont dit qu'elles accompagnaient la personne en détresse vers les ressources ou un intervenant autre que l'intervenant désigné. C'est majoritairement ce qu'elles font quand elles débordent de leur rôle. Elles contactent directement un membre de la famille de la personne en détresse, ou encore qu'elles vont contacter elles-mêmes le programme d'aide aux employés. Et que finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que les démarches qu'elles nomment sont considérées à l'intérieur du rôle de sentinelle, mais dans le cadre de référence, ces démarches-là sont des mesures qui doivent être entreprises seulement lorsqu'il est impossible de joindre l'intervenant désigné. Mais plusieurs sentinelles, soit dans le sondage, dans les commentaires ou les sentinelles interrogées, nous disent qu'elles font ça. Ça semble être tout à fait en cohérence avec l'idée qu'elles avancent, qu'elles se sentent comme un citoyen responsable qui ne peut pas abandonner une personne en détresse. Donc, les sentinelles interviewées, notamment, nous ont dit que le non-respect des limites du rôle peut s'expliquer par aussi leur incapacité de prendre une distance, qu'elles se sentent responsables de la personne, elle ne peut pas l'abandonner. Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans les commentaires, alors que les questions portaient sur être capable de délimiter son rôle de sentinelle, les sentinelles nous ont plutôt parlé de l'importance de leur rôle plutôt que de leur capacité à délimiter leur rôle. Est-ce qu'elles retiennent les informations suite à la formation? Puis qu'est-ce qui facilite la rétention des informations? Les personnes interviewées, il n'y a pas eu de questions précises dans le sondage là-dessus, sinon des commentaires, des questions ouvertes. Et en gros, ce qui ressort des personnes interviewées notamment, c'est que, et des commentaires, c'est que les méthodes d'apprentissage actif, par exemple, utiliser des exemples visuels, les jeux de rôle, les mises en situation,
ressortent comme étant des moyens qui facilitent la rétention des informations, ce qui est en toute cohérence avec la revue littérature. Le fait d'avoir des outils qui sont disponibles aussi, l'aide-mémoire qui est souvent utilisée, qui est précieux, d'avoir accès à un répertoire de ressources est aidant. Les habiletés de communication aussi, de pouvoir discuter des habiletés de communication lors des formations. Par exemple, quoi faire lorsqu'une personne, comment on établit le contact lorsqu'une personne refuse l'aide qu'on lui offre. Le fait de pouvoir se pratiquer, faire par des mises en situation serait aidant. Le temps aussi, qui est facilitant, c'est d'avoir, qui est des fois une entrave, c'est le temps pour intégrer les apprentissages. Quand il y a une formation de 7 heures puis qu'il n'y a pas de retour après, c'est beaucoup d'informations en peu de temps. Et la possibilité d'avoir des suivis de post-formation est un moyen pour les sentinelles de réactiver l'information, de revenir sur des informations aussi qui étaient peut-être perdues suite à la formation. Donc, les sentinelles acquièrent des connaissances, peuvent retenir l'information. Est-ce qu'elles se sentent capables d'agir dans leur milieu? Comme je disais tantôt, 2 tiers des sentinelles ont déjà repéré, mais il est quand même à noter que 1 tiers des répondants au sondage n'a jamais repéré une personne en détresse. Il y a 9% des répondants qui ont déjà repéré une personne en détresse, c'est ça que je tenais à vous dire, qui ont indiqué que ça leur était jamais arrivé de ne pas entrer en contact avec la personne repérée. C'est ça que je voulais dire. Les 3 raisons évoquées sont que le contexte n'était pas propice, qu'ils ont préféré en parler directement à une ressource, à l'intervenant désigné, donc ça veut dire que la personne n'a pas été abandonnée, ou qu'ils ne se sentaient pas à l'aise de le faire. Chez les sentinelles interviewées, la moitié a indiqué ne pas avoir repéré une personne en détresse. Et 2 explications ressortent. D'une part, il y a des sentinelles qui expliquent qu'ils ont déjà fait de l'écoute active auprès de leurs collègues qui n'allaient pas très bien, mais elles ne considéraient pas qu'elles avaient joué leur rôle de sentinelle puisqu'elles n'avaient pas fait toute l'arbre décisionnelle. Donc, elles avaient quand même eu une intervention, mais elles ne considéraient pas qu'elles avaient joué totalement leur rôle de sentinelle. Donc, c'est elles qui semblent faire une distinction entre une personne qui va plus ou moins bien, puis une personne en détresse vulnérable au suicide. D'autre part, certaines sentinelles expliquent qu'elles n'ont pas cherché à repérer une personne, choisissant plutôt de s'identifier clairement afin que les personnes qui en auraient besoin viennent vers elles. Ce qui nous montre, ce qui nous indique qu'elles semblent jouer un rôle, qu'elles semblent comprendre leur rôle de façon passive. Est-ce que on vérifie l'état suicidaire, le besoin d'aide, les idées suicidaires? Donc, le défi de poser clairement la question. 26,7% affirment qu'il leur est déjà arrivé de ne pas poser clairement la question. Les réponses, les raisons à ça, le contexte n'était pas propice. Que la personne avait manifesté ou avait identifié ses intentions clairement, donc on n'a pas eu à poser la question. Puis certaines nous ont dit qu'ils n'étaient pas à l'aise de le faire. Les actions jugées les plus difficiles à accomplir, évidemment, c'est pas étonnant, poser la question, puis recueillir des informations sur la planification du chef. On voit que seulement 38,6% des répondants affirment toujours transmettre l'information à l'intervenant désigné. La barre du bas. Et que 20% ne le font jamais. La plupart des personnes interviewées ont affirmé ne pas avoir tendance à transmettre l'information à l'intervenant désigné, surtout si celui-ci est régional, rejoignable uniquement par une ligne d'appel.
Ils préfèrent plutôt faire appel à leur propre réseau, soit un CPS, soit un intervenant dans leur milieu de travail. Aucune sentinelle interviewée n'a été en présence, selon elle, en présence d'une personne qui exprimait des idées suicidaires. Donc, en présence d'idées suicidaires, les personnes sondées nous ont dit qu'elles recueillaient l'information, habituellement, 70%, toujours sur la planification du geste. 61-62% nous disent qu'ils transmettent l'information toujours à l'intervenant désigné. 12% nous disent qu'ils ne le font jamais. Les résultats semblent montrer qu'il y a une correspondance entre l'augmentation du sentiment d'appartenance puis les actions posées. En fait, juste pour vous donner un exemple rapidement, 57% des répondants qui avaient repéré 5 personnes ou plus par année se disaient tout à fait d'accord d'être compétents pour repérer une personne en détresse, alors que 24% des répondants qui n'avaient jamais repéré, c'était 24% qui se sentaient compétents parmi ceux qui n'avaient jamais repéré une personne en détresse. Mais, encore une fois, comme je disais tantôt pour la recension des écrits, on ne peut pas faire de lien de causalité entre les années. Il n'y a pas de lien de causalité qui peut être fait, puis il n'y a pas de lien non plus entre les années de formation. On ne peut pas faire de lien direct entre les années de formation et les actions posées. Maintenant, est-ce que le lien avec l'intervenant désigné? 92% des sentinelles sondées peuvent identifier l'intervenant désigné. Ils sont satisfaits dans une certaine mesure de leur expérience avec l'intervenant désigné, 55% tout à fait satisfaits, les sentinelles, et 38% plutôt satisfaits. 20% nous ont dit n'avoir jamais eu de retour de l'intervenant désigné. Donnée intéressante, près de 54% n'ont jamais participé, disent n'avoir jamais participé à une rencontre de suivi. Et il n'y a pas de lien avec les années de formation, ce que montre le graphique ici. 31% des personnes qui ont été formées il y a moins d'1 an, eux, on peut comprendre qu'elles n'ont pas eu de rencontre de suivi encore, mais les sentinelles qui sont formées depuis 2 à 4 ans, il y en a quand même 28% qui n'ont jamais eu de rencontre de suivi, selon elles. La majorité des répondants disent par contre que les rencontres de suivi permettent d'avoir des réponses à leurs préoccupations, de valider leurs actions, d'actualiser leur savoir, d'actualiser les conséquences. Donc, c'est important pour elles. Puis, les raisons qu'ils ont dit pour ne pas avoir participé, certaines ont dit qu'elles n'étaient pas accessibles, d'autres que leur milieu de travail ne facilitait pas l'accès à ces suivis post-formation-là. Quels sont les besoins des sentinelles exprimés pour renforcer leur capacité d'agir? On a distingué deux types de besoins, les besoins pour elles en tant que sentinelles et les besoins plus organisationnels. Qu'est-ce que ça prendrait dans leur milieu? Donc, les besoins personnels, les sentinelles souhaitent avoir plus d'informations sur la problématique du suicide et plus d'informations sur les services. Elles souhaitent aussi être plus outillées. Pour le reste, c'est plus mitigé, les réponses. Certaines souhaitent, d'autres non. Accès à plus de soutien, plus de possibilités d'implication, par exemple. Si, par rapport à l'information, excusez. Ah, je ne l'ai pas mis. OK. Par rapport à l'information, le premier point, ce qui est souhaité comme type d'information, c'est des activités de connaître les activités en prévention du suicide, d'avoir un portrait statistique de l'état des taux de suicide, par exemple, dans leur région, les types de personnes, les catégories. Sur les services, où sont les ressources d'aide, quelles sont les ressources d'aide, comment joindre l'intervenant désigné,
qu'est-ce que je peux faire avec l'intervenant désigné, par rapport aux outils, d'avoir un aide-mémoire, d'avoir un site web, un bottin de ressources accessible via le web. En gros, c'est ça. Quant aux conditions dans le milieu qui seraient facilitantes ou qui seraient des obstacles, la présence de rencontres de suivi et faciliter leur accès serait facilitant pour leur rôle de sentinelle, que le milieu dans lequel ils sont appuie clairement l'utilité du rôle de sentinelle, qu'il y ait une meilleure visibilité des sentinelles, qu'on ait une trajectoire claire, surtout depuis les remaniements des dernières années dans le réseau, une trajectoire claire de service et le fait d'appartenir à un réseau. Vite, les constats et les pistes d'action. C'est difficile de connaître le niveau de sentiment de compétence et aussi leur capacité d'agir. Donc, il serait intéressant de mesurer ce sentiment de compétence-là avant la formation, après la formation, puis tout de suite après la formation, puis leur capacité d'action suite à la formation, pour avoir une meilleure vue de l'action des sentinelles. De poursuivre, je pense que c'est déjà comme ça dans les formations, mais de privilégier les méthodes d'apprentissage actif, un contenu adapté au contexte, donc d'avoir une vue claire du portrait du milieu dans lequel les sentinelles seront formées. La formation, de s'attarder plus aux habiletés de communication des sentinelles, de s'assurer que les sentinelles sont bien informées des types d'habiletés de communication nécessaires pour jouer leur rôle, de mieux soutenir les sentinelles à jouer un rôle actif plutôt que passif, conformément au cadre de référence sur les sentinelles au Québec. Par rapport aux mesures de soutien, d'assurer que la trajectoire de service soit bien définie, connue et qu'on facilite le recours à l'intervenant désigné. Les rencontres de suivi, en offrir plus régulièrement, faciliter leur accès et rendre accessibles les outils nécessaires au rôle de sentinelle via le web. Il serait aussi intéressant de suivre, de pouvoir compiler et mettre à jour des données de portrait régulières sur qui sont les sentinelles, où sont-elles, quelles sont les sentinelles encore actives. On sait que il y a des données, elles sont parcellaires, donc peut-être d'avoir un outil qui faciliterait la collecte de données. Donc, voilà. Il y a le rapport qui est disponible sur le site de l'INSPQ. Vous pouvez me rejoindre aussi facilement si vous avez des questions. Et là, on a une période de 20 minutes de questions. Donc, vous pouvez écrire vos questions en ligne et puis on va pouvoir les voir. Il y a 70 participants. On n'a pas de questions pour le moment? D'accord. Alors, est-ce que moi, je peux en poser une? Est-ce que ces résultats-là reflètent ce que vous vivez dans vos milieux? On a interrogé, on a sondé 1300 sentinelles, interrogé 15 sentinelles, c'est bien peu sur les 20 000 formés au Québec depuis que cette formation-là existe. Est-ce que ça reflète ce que vous vivez dans vos régions? Ce que les sentinelles vivent dans votre région? Oui. J'invite les gens à répondre dans les questions-réponses ou dans le chat. Moi, je ne vois pas le chat.
Ouais, là, les questions. Est-ce que je vais poser une question parce que je n'ai pas encore les réactions à la question. Et ensuite, je vais les relayer. Donc, un début de l'étude que vous avez était de revoir la formation. Si un début de notre étude était de revoir la formation, on n'a pas eu du tout ce mandat-là. La QPS a été très ouverte à cette étude-là et peut prendre acte on a eu des discussions sur qu'est-ce que ces résultats-là avaient comme impact. Puis, ben là, je laisserai Kim répondre à la question. Bien sûr, dans un contexte d'éventuelle mise à jour de la formation Agir en sentinelle pour la prévention du suicide, on tiendra compte de ces recommandations-là et des constats qui nous sont faits pour nous permettre d'améliorer, de bonifier les contenus, les activités qui sont proposées dans la formation pour atteindre les objectifs et qu'on améliore constamment nos stratégies pour permettre aux sentinelles de jouer leur rôle le mieux possible. Oui. Qu'est-ce qui fait que les sentinelles ne se réfèrent pas à l'intervenant désigné? C'est difficile de... D'abord, les questions de sondage, c'est des questions fermées. Donc, on n'a pas de réponse à ça. Dans les entrevues, auprès des 15 personnes, qui est ressorti pour expliquer ça, c'est qu'on se sentait plus à l'aise de passer par des gens qu'on connaissait. Donc, si on est associé à un CPS, par exemple, ben on va faire appel aux intervenants du CPS. Si on est en milieu de travail, puis c'est peut-être un intervenant désigné, les gens ne l'ont pas nommé comme ça, mais s'il y a une psychologue au travail, on va aller vers cette personne-là plutôt. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ça? C'est difficile, mais le lien de confiance semble jouer sur la capacité à... Puis, dans les éléments, dans les réponses au sondage, les gens nous disaient on n'a pas jugé que c'était pertinent. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie, pas pertinent. Est-ce que ça signifie que ma discussion avec la personne était claire, elle allait voir une ressource, donc c'était pas pertinent de faire appel à l'intervenant désigné? C'est pas, on peut pas juger là. Ouais. L'impact de jouer le rôle de sentinelle en prévention du suicide. Sur leur propre santé mentale. Ouais. Non, je peux pas me prononcer là-dessus, mais il y a eu des commentaires dans le sondage et des discussions avec les personnes qui nous montrent que ce sont des gens très investis, puis qui ont une préoccupation de... Il y a personne qui a écrit que le fait d'être sentinelle, c'était perturbateur pour leur santé mentale, d'être en contact avec des personnes en détresse. Si c'est ça que vous voulez savoir, je l'ai pas. Il y a personne qui a écrit ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas le cas. Je sais pas. Les commentaires qu'on a eus, c'était plus de l'ordre de l'importance de l'engagement, que c'est un rôle hyper important, qu'on a une mission, on devrait avoir plus d'informations sur la prévention du suicide, puis qu'on est fiers de participer à ça dans nos milieux, de jouer ce rôle-là. Donc, ça veut dire que les personnes sont fières de ça, mais est-ce que c'est promoteur d'une bonne santé mentale ou d'une moins bonne santé mentale? On ne peut pas juger là, à partir de ça. Le contenu qui a été rapporté dans les entrevues ou dans les commentaires, encore une fois, il n'y a pas eu des tonnes de commentaires non plus là-dessus, c'était de revenir sur les objets de la formation, puis de faire des pratiques sur des éléments qui sont moins bien acquis. Comme tantôt, j'ai donné l'exemple, quand
qu'est-ce qu'on fait quand une personne refuse ou comment j'aborde une personne qui est un peu consolider réfractaire. les connaissances Exact. et les objectifs de développement de compétences qui sont poursuivis dans la formation et dans le processus décisionnel. Donc, de venir appuyer ces contenus, ces objectifs-là de façon différente dans un suivi à la formation, mais en maintenant l'objectif derrière pour respecter les limites du rôle aussi. Dans les suivis à la formation, est-ce qu'il y a des balises déjà? Pour ces objectifs-là, la QPS n'en a pas proposé. Chaque région, chaque organisation mandataire qui a développé des suivis à la sentinelle a ses propres modalités et répond aux besoins de son territoire en s'adaptant à la réalité des milieux dans lesquels les réseaux de sentinelles ont été implantés dans ces régions-là. Oui, c'est ça, c'était une question fermée. Donc, une des questions, c'était est-ce que quand vous avez fait appel à l'intervenant désigné, est-ce que l'intervenant désigné vous a recontacté pour vous dire qu'il avait fait un suivi auprès de la personne, que la personne était correcte, ou donc puis la réponse est 100% non, mais je ne peux pas dire plus que ça. Mais c'était ça qu'on demandait. Par suivi, c'était ça qu'on voulait dire. Non, on ne peut pas. D'abord, c'est une étude descriptive. On ne sait pas le pourcentage. Alors, non. La réponse est non. Sur le plan méthodologique, ce n'est pas possible. Juste pour préciser, il y a une quarantaine d'organismes mandataires. On a demandé à chacun de nous envoyer, comme je disais au début, le nombre de personnes formées depuis qu'ils formaient des personnes, le nombre de personnes à qui ils avaient envoyé le lien pour essayer d'estimer un taux de réponse. Il y a 14 organismes qui nous ont répondu seulement et de ça, on a comme réponse qu'il y a eu à peu près 9500 personnes de formées. Et puis, le lien vers le sondage aurait été envoyé à 5500 personnes. Donc, un taux de réponse de %. Mais si on prend les données de la QPS où on a formé, on estime qu'on a formé, puis si on le sait par le nombre de documents transmis, 20 000 personnes, au-dessus de 20 000 personnes, ben là, ça baisse notre taux de réponse largement. Donc, ben, toutes les études montrent que en prévention du suicide, il n'y a pas une action qui peut régler tout. Donc, il peut avoir c'est difficile de savoir. Puis souvent, chaque action est offerte dans un ensemble d'actions. Donc, on peut difficilement savoir laquelle a un effet sur les taux de suicide. Il y a un ensemble de variables qui influencent les taux de suicide. Il y a ça. Deuxièmement, les taux de suicide sont élevés pour montrer que ça n'a pas de bon sens, mais sont peu élevés statistiquement pour pouvoir comprendre l'attribution de la réduction à une intervention. Donc, c'est difficilement envisageable. Quant à la demande d'aide, c'est la même chose. Mais il pourrait avoir des efforts plus grands de suivre, par contre. Pouvez-vous élaborer? De suivre, c'est-à-dire de vérifier, est-ce qu'il y a des gens qui ont demandé de l'aide, est-ce que combien de personnes ont eu recours à l'intervenant désigné, il y a certainement des modalités d'avoir un peu un sens de est-ce que suite à une intervention, il y a une demande d'aide qui a été faite. On est d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, en formation de formateurs sentinelles cette semaine. Bon an, mal an, on tente de répondre aux besoins. Donc, il y a généralement deux nouvelles cohortes par année
de formateurs sentinelles qui proviennent de toutes les régions qui vont repartir dans leur région pour former de nouvelles sentinelles dans leur milieu. Cette année, on envisage même former plus que 2 cohortes parce que les besoins dans vos régions sont grands. L'intérêt pour la formation sentinelle est là aussi. Plusieurs le mentionnent là, dans le chat. Oui, voilà. On manque de formateurs, on manque de personnes formées. On tente bien sûr de répondre aux besoins que l'on connaît. Donc, si jamais il y a des besoins dans vos ressources, dans vos organisations, n'hésitez pas à communiquer avec nous et nous, ça nous indique qu'il y a des besoins donc d'avoir de nouveaux formateurs et on va tenter d'y répondre le plus rapidement possible. Il a été mentionné de rendre accessible des outils pour les enfants. D'abord, un bottin de ressources qui soit mis à jour régulièrement, accessible, tous les outils qui sont déjà utiles, qui sont déjà papier, l'aide-mémoire, tout ça. Ça a été des choses qui ont été mentionnées comme étant des outils, de pouvoir discuter aussi avec un responsable, un intervenant, faisait partie des exemples donnés. On avait promis aux régions que ces données-là allaient être accessibles. Il n'y a personne qui en a fait la demande. Elles sont accessibles. Oui. Donc, il s'agit oui. Mais elles ne sont pas... on a les données dans un fichier Excel. L'analyse que nous, on en a faite reste à faire. Moi, j'ai une belle question. Peut-être rappeler aux participants qu'on s'est des réactions Et donc, les commentaires vont nous être transmis, donc on pourra y réagir aux besoins. Un mot de la fin, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est ça a été un plaisir de faire ça, puis ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Il y a plus de détails dans le rapport, alors n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Marie-Claude pour cette belle présentation. Merci à l'INSPQ et aux crises également d'avoir organisé ce webinaire-là. Merci. Bonne journée. Donc, il s'agit de quitter la... End meeting? Oui. Au revoir. On peut commencer.